Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs de héros portant en cap, bienvenue dans cette Trick-Track Télé où nous allons faire un mélange des genres. Hein, parce que nous avons M. Fred Henry qui est là. Oui, qui n'a rien préparé. Rien à préparer et rien à voir avec la bande dessinée de manière non. pointue. Amateur de bande dessinée, voilà. Amateur éclairé quand même. Enfin, mais tous ceux qui nous regardent là savent que tu travailles sur un jeu qui répond au nom de Batman. Et Batman, c'est un personnage de comics. Et oui. Et oui. Et un Batman en jeu de société, ça ne se prépare pas n'importe comment. Et non. Il faut respecter quelques chartes, hein, et l'environnement, et les personnages, et tout ça. Et pour ne pas raconter n'importe quoi, eh ben, on fait appel à des spécialistes. Mais c'est pas que ça. Oui, non, mais c'est pas que pour pas raconter n'importe quoi. Bien sûr, c'est pour pas raconter n'importe quoi. Mais c'est aussi parce que, alors on en parlera plus tard, mais je pense que l'avenir du jeu, c'est vraiment de raconter des histoires. Et pour raconter des histoires, il faut que le background soit solide. Parce que le maître mot à chaque fois, c'est immersion. Et donc, voilà. Et pour que le background soit solide, bah, on a besoin de gens qui le connaissent solidement et qui ont aussi une belle plume. Et c'est ce que nous avons à la table. Et voilà. Ici, à droite et à gauche, nous avons Monsieur Xavier. Comment tu vas, Xavier? Ben, je vais à pied. Ouais, d'accord. Bon, ça être du haut niveau. Attention, on va passer de l'autre côté. Nous avons Alex. J'allais dire Axel, mais c'est Alex. Tu vas bien, toi, Axel? Tu m'en veux, décidément. Bah oui, je sais pas. Oui, Donc, c'est pas Raoul non plus. Hein. Tu connais pas Raoul. Non, donc ça commence par un A, ça me va. Donc vous deux, si j'ai bien compris, vous êtes des lecteurs de bande dessinée, de comics. Plus que ça. Et des spécialistes de Batman. Bah, pour imiter quelqu'un d'assez connu, on est tombé dans la potion magique quand on était petit. Ouais. Et effectivement, on est resté dans cette potion magique et on n'est jamais ressorti. Donc Alex est traducteur émérite de comics. Il a écrit aussi des bouquins. Vous n'êtes pas que des lecteurs. Mais je suis désolé. Il est temps d'enlever le. Ah oui, dans ce coup-là, je me sens. Moi, je me suis dit à trouver deux mecs qui passaient par là, qui ont eu deux Batman dans leur vie. Non. Toi, tu traduis des. Je traduis pas mal de Batman, là, notamment en ce moment les épisodes Nouvelle Gotham, mais j'ai traduit No Man's Land, Nightfall, Amère Victoire, Arkham Asylum, les Batman de Morrison aussi. Donc pas mal. Tout ce qui est chez Urban, beaucoup de choses chez Urban. Pas tout chez Urban, parce qu'ils en sortent trop. Beaucoup de choses chez Urban. Et donc il y a pas mal de Batman qui m'est passé entre les pattes. Et par ailleurs, j'écris aussi sur les comics. Alors j'ai publié des scénarios de comics, mais sur un autre personnage qui s'appelle Spawn. C'est peut-être une idée, hein, le prochain jeu, ça pourrait être un Spawn. J'aime pas Spawn. Avec ça, on n'est pas aidé. Non, j'aime pas du tout. Le prochain ne sera pas un jeu Spawn. J'ai beaucoup aimé le dessin, mais Spawn, je trouve ça, enfin l'univers débile. Et j'avais écrit, donc j'ai écrit dans le temps des épisodes de Spawn, j'ai traduit aussi pas mal de Spawn, mais je suis aussi connu comme essayiste dans le domaine des comics. J'avais écrit des bouquins sur les raccrochages mythologiques des super-héros, par exemple. Pourquoi, comment ils arrivent là, et tout ça. Voilà, quelles sont les sources aussi de... Ceux qui ont inventé les super-héros ne les ont pas sortis d'un chapeau, il y a de toute façon des antécédents, il y a un background, comme tu disais. Oui. Et donc, voilà, j'ai pas mal travaillé sur cette mythologie moderne et en voie de formation, enfin, la formation de laquelle on assiste. Et, gros bagage. Et toi, alors, du coup, tu as aussi ton métier? Moi, ça fait à peu près un quart de siècle que je suis journaliste spécialisé dans les comics. D'accord. J'ai été rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait jusqu'à début d'année Comic Box. Pourquoi jusqu'au début d'année? Parce qu'il s'est arrêté, il est mort, sa belle mort, et donc voilà. Et je continue de participer à différents médias pour parler super-héros, comics qui sont d'ailleurs pas forcément des comics de super-héros. Et j'ai commis quelques bouquins sur des super-héros américains ou français d'ailleurs. Et puis je fais des conférences, des participations à des sombres jeux aussi. C'est le cas de le voir. Donc effectivement, on est lecteur, mais on a décidé de manger avec ça. D'en faire votre travail et votre vie. Quand tu dis qu'on est des lecteurs et qu'on mange, ça fait un peu Hannibal Lecter. Méfie-toi quand même de ne pas te créer une réputation. Tu as trouvé deux bons... c'est pas... Moi, Donc du coup, le propos ici, c'est pour ceux qui découvrent ça, parce que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux et ailleurs, l'idée globale, c'est que Fred, toi, tu es auteur de jeux, ok, tu as fait pas mal de jeux, chacun sait que tu as commis Conan, c'est ça l'idée, que Conan, ça a été sur la plateforme de Kickstarter, en financement participatif. Conan, c'est donc un univers et une mécanique. Oui. Et si j'ai bien compris le truc, c'est que la mécanique de Conan va être reportée, transformée pour coller à l'univers de Batman. Comme Conan, on a suivi, ici on a reçu des spécialistes de Conan, le jeu a été développé pareil avec la même envie de coller au plus près parce que ce sont des licences.
Donc ce sont des licences extrêmement connues. Batman, c'est très connu, autant que Conan. Et il y a des amateurs et des spécialistes. Si tu fais la moindre boulette, ils vont te rironner, voire te saquer. Il y aura des boulettes. En fait, lequel des deux va être responsable des boulettes? Non, oui. Sur Batman, sur Batman, je pense que moi, je commence à fréquenter pas mal les forums Batman. De toute façon, tu auras forcément dans tous les forums de fans. Tu as des ayatollahs et. C'est pas des ayatollahs, c'est ça. Il y a des gens qui, quoi que tu fasses, c'est mal fait. Oui. Voilà, je pense que ça, on ne pourra pas y échapper dans tous les cas. Après, tu as puriste et puriste, et je pense que sur un personnage qui existe depuis 80 ans, en gros, et puis qui peut-être, à la différence de Conan, où il y a eu un certain nombre de romans, mais Batman, tu as, je sais pas, une demi-douzaine de mensuels chaque mois depuis 80 ans. Donc, le nombre d'interprétations de Batman différencie. Quelqu'un qui a fléché sur la série télé avec Adam West dans les années 60, tu lui colles le Batman de Snyder ou le Batman de Nolan dans les pattes. Même le Batman de Frank Miller. Même à l'intérieur de la bande dessinée, forcément, tu ressors des épisodes des années 70 ou tu ressors des épisodes du mois dernier, c'est pas la même sensibilité. Donc forcément, en faisant un choix sur une interprétation de Batman, tu sais que tu as des gens qui vont être d'accord et des gens qui ne vont pas être d'accord. Le travail un petit peu de relier les points, ça serait pas puriste, tu sais, en ayatollah, de dire non, ça t'as pas le droit, ça serait plutôt de dire ça on peut, mais quelle route on peut prendre pour justifier ce choix-là. Voilà, parce que moi, je pense qu'avec Batman tout est possible. Le truc, c'est de prendre le bon chemin. D'accord. Alors toi, comment tu as rencontré ces personnes? Comment tu as décidé? Parce qu'une fois que vous avez commencé à travailler sur Batman, vous êtes joueur de jeux de société? Un petit peu. Un petit peu, toi aussi? Pas du tout. Parce que il y a d'abord la mécanique, c'est un des éléments les plus importants. Dans les jeux immersifs du type Conan et autres, la mécanique doit servir l'univers. L'univers implique certaines notions dans la mécanique. Donc j'imagine que toi, tu as commencé à travailler Batman parce que, comme Conan, tu adores ça. Ouais, oui. Mais à un moment donné, il faut parce qu'il faut faire ça un cran au-dessus. Je te dis, nous, on se dirige de plus en plus vers ce que j'appelle, c'est du jeu un peu de luxe. Et où est ton micro? Il est là. Moi, je me disais, ok, quand les gens t'entendent pas, comme si tu étais dans une Batcave. Non, moi, je veux qu'on se dirige vers du jeu total. C'est-à-dire que l'univers doit primer. Ensuite, le fait que ce soit un jeu, la plateforme importe peu. Enfin, la plateforme importe parce que là, en l'occurrence, c'est du jeu. Mais vraiment, ce que tu dois faire, c'est amener les gens, les immerger dans un univers. Et là, en l'occurrence, c'est le rôle, par exemple, c'est le rôle de la mécanique. La mécanique, c'est un moteur. Pour moi, le moteur de jeu. C'est pas un problème qu'il ait déjà été utilisé ailleurs. Moi, je pense que de toute façon, je le réutiliserai parce qu'aujourd'hui, désormais, ce qu'on va vendre, c'est de l'univers. C'est de l'univers et de l'univers véhiculé par ce moteur. Et donc, encore une fois, pour que l'univers soit le mieux rendu possible, j'ai besoin, comme c'était le cas pour Conan, de m'entourer de gens qui le connaissent parfaitement. Ouais, mais alors pour Conan, je me souviens, tu étais d'abord chez Space Cowboy, tu avais décidé de moderniser alors que toi tu avais une vision des années 80. Voilà, exactement. Et pour Batman, c'est parce que là, c'est a priori des super spécialistes, donc comme tu le disais très justement. Des bad spécialistes, voilà. Pas mélanger les Il y a plusieurs directions, on va parler de toutes ces directions-là, mais toi tu en avais une précise pour Batman? Non, pour Batman, j'avais moi le Batman, on va dire, qui m'intéresse le plus au niveau du traitement graphique, c'est tout ce qui est année 0, année 1, en gros. Et année 0, année 1, c'est-à-dire? C'est plutôt le début. Plutôt début. Alors Batman, ça a été créé quelle année? En 39. En 1939, d'accord, juste avant la. Non, mais c'est pas ce. En gros, et sinon le Batman de Jim Lee, par exemple, ça c'est un truc qui me plaît vachement. Moi, je sais pas ce que c'est, donc faut que tu me dises, c'est quoi les années de Jim Lee? Jim Lee, c'est le mec qui fait aussi les chemises. D'accord. Là, c'est nul, tu vois, j'essaie de On va pas s'en sortir cette. Non, là, ça va pas. Tiens, on vient de perdre 12 personnes. Oh mon Dieu. Jim Lee. C'est quoi Non, en fait, pour te schématiser la chose, il est clair que Batman a été créé en 39, et d'ailleurs, ça c'est rigolo. L'origine que tout le monde connaît avec le meurtre des parents n'existe pas dans le premier épisode. Ah d'accord. Au bout d'une dizaine de mois, ils se sont dit, mais on n'a pas raconté de début. C'était finalement. Il a pas de background du tout. C'était un justicier masqué qui n'avait pas de pouvoir. Ils n'imaginaient pas qu'il y ait besoin de raconter une genèse. Et ils ont inventé ça après. Il est bien évident que l'origine de version 39 ou 1940, plus exactement, elle a terriblement vieilli. Donc il a fallu la réinventer au fil du temps. Il y a une espèce de droit d'inventaire. Et on va dire que l'origine moderne, qui touche le plus les gens, qui parle le plus aux gens, c'est l'origine telle que définie par Frank Miller et David Mazzucchelli dans une BD qui s'appelle Batmania
Year One, si on veut garder le titre original, et donc qui est l'année 1 dans la traduction française. Et elle a été faite dans les années 80, et c'est plutôt, une ambiance un peu Taxi Driver. C'est-à-dire que tu vois vraiment... c'est au niveau de la rue, c'est ça qui au niveau de la rue, c'est vraiment... Tu vois vraiment Bruce Wayne qui, au début, revient dans la rue pour faire régner la justice, mais déguisé, et qui se plante, qui n'a pas inventé son totem et qui rame. Et puis, par la force des choses, plus récemment, DC Comics, donc, qui est l'éditeur de Batman, a voulu réinventer un peu la poudre en réinventant l'origine de Batman, cette fois-ci, pas seulement sur 4 épisodes, tel qu'il avait... sur 12. Voilà, c'est sur plus d'une année, où là, tu as vraiment, on va dire, l'année de débutant de Batman, Bruce Wayne, et qui donc tâtonne. Alors c'est pas Zack Snyder, mais Scott Snyder au scénario et Greg Capullo au dessin. C'est génial. Donc toi, tu as ta petite idée de ce que tu préfères dans Batman, et là tu te dis, bon, pour pas passer pour un couillon, il faut que je trouve des spécialistes. Et comment tu les rencontres les deux là? Alors là, c'est un trictracien, Flavien Loisier, qui est rentré en contact, je crois, je ne sais pas comment à la base il vous connaissait par Comicsbox. C'est pas compliqué, il nous a écrit en disant qu'il avait des photos de nos gosses. Voilà, tu vois, c'est facile. J'aurais craqué pareil. Ça marche toujours, ça. Et voilà, et donc moi, parce que je cherchais justement des spécialistes, donc Flavien m'a mis en contact avec eux, on s'est vu à Paris Ludique, ensuite on s'est vu à Paris au dernier bar, et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Discussion. Non, parce que j'ai besoin aussi de production de... C'est un truc qui, entre guillemets, qui me manquait sur Conan, je ne vais pas revenir pourquoi, mais de production de background. Ouais, pardon. De production de background. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles production de background? Chaque personnage, avoir une micro-exégèse du personnage, pourquoi il est là, d'où il vient. Les ennemis de Batman ou les copains de Batman dans le jeu, c'est ça? D'accord. C'est encore si on met du contexte. Quoi. Voilà, le Joker, tout le monde sait à peu près comment c'est le Joker. Harley Quinn, c'est déjà un petit peu moins évident. Voilà. Et si c'est Machisme Malone, par exemple, c'est bien qu'on puisse recontextualiser le personnage. T'as énormément, en fait, dans le Batverse, on va dire. L'univers Batman, le Batverse. Énormément. La plupart des gens connaissent peut-être une grosse dizaine de personnages. Et tu as énormément de second couteaux, vraiment de 3 ou 4e couteaux même, en 80 mais ans, qui sont, mais qui sont parfois super intéressants. Et surtout dans le cadre d'un jeu qui permettent de varier les mises en tension, de varier les niveaux de puissance, de varier les stratégies. Parce que pour ceux qui nous regardent rapidement, qui ne connaissent pas ni Conan ni rien, Batman c'est un jeu d'affrontement, on va se bagarrer, et il y a des scénarios. Oui. Donc voilà, Batman va être en situation où ses collègues, je sais pas, il y a Robin, voilà, et puis il y a des méchants, et donc on va pouvoir jouer des scénarios avec tel méchant, tel autre, etc. C'est ça. C'est tout à fait ça. Puis l'idée, c'est que même, par exemple, il y a eu plusieurs Robins, et des Robins qui ne fonctionnaient pas de la même façon. Damian Wayne, le dernier en date, avec un sabre japonais, ne va pas se battre comme Dick Grayson, le premier, qui était surtout un acrobate. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées à des scénarios, et notre boulot, à la limite, à Xavier et à moi, c'est d'amener un peu du biscuit, de manière à ce que les scénaristes puissent avoir du matériel pour créer les scénarios, et qu'en même temps, les lecteurs puissent s'y retrouver, que les gens qui vont acheter la boîte ne connaissent pas forcément tous les personnages. Et là, connaître les différences entre les 3, 4, 5 Robins différents qu'on peut intégrer. Il va y avoir ça, 4-5 Robins chacun a son style, a ses caractéristiques, ses compétences qui correspondent au personnage de la BD. Le truc, si tu veux, c'est pas tellement jouer les gardiens du temple en disant non, ça c'est pas possible, machin. C'est vraiment tenez de la matière, démerdez-vous avec. Il y a plein de choses à faire. Ça c'est possible, vous le faites. On crée un bac à sable et vous pouvez vous amuser. Quoi. Ok. Alors vous, toi tu as dit que tu jouais un petit peu. Toi non, quand un mec comme ça déboule, il te dit je veux faire un jeu sur Batman. Vous réagissez comment parce que tu connais un, tu dis encore un qui veut choper une licence. Personne, non, il ne le fera jamais parce que ça coûte trop cher la licence. Personne ne chope une licence pour que ça ne marche pas, ça c'est certain. Mais surtout, le truc, c'est que c'est exactement l'état d'esprit que je disais tout à l'heure. C'est que c'est le bac à sable, l'image que reprend Alex. Moi, un gars qui veut partager un petit peu un coin de la passion que j'ai depuis des années, je ne vais pas lui balancer des cailloux. Au contraire, c'est. Toi, tu t'es excité par le projet tout de suite. C'est open bar. Après, il monte son projet. Je vois des évocations des personnages qui sont super parce que tu peux dire attends. Telle statuette, elle me fait penser vraiment à tel épisode, alors que tel autre, c'est un vrai plaisir. Donc c'est vraiment immersif dans ce côté-là. Moi, j'aime bien participer à ce truc-là, même si je suis pas un gamer. Je sais pas, ça ressemble peut-être à, tu sais, quand tu fais la cuisine pour des potes, alors que toi t'as pas faim. Ah oui, d'accord, c'est ça. Voilà, et donc tu fais partie de la fête aussi, donc il n'y a pas de souci. Effectivement, le fait est, pour revenir sur les figurines, Arnaud Boulouaron est un fan de comics et ça se voit dans la manière dont il crée les figurines. Moi, après, effectivement, je suis un peu plus gamer et on vient me voir
en me disant voilà, on a besoin d'un spécialiste pour Batman. Alors déjà, je suis flatté, donc je fais la roue comme un pan et tout, c'est roux, c'est bien. Donc forcément, moi, on vient me flatter, le truc, je suis tout de suite partant. Hein, non, mais surtout, le jeu est cool, quoi. Vous avez joué tous les deux? Moi, j'ai testé le jeu, ouais. Et en plus, le principe, là, quand j'ai vu tourner le jeu, j'ai trouvé, par exemple, le principe, on rentrera peut-être plus tard dans les principes du jeu, mais le principe permet de jouer la fatigue du personnage, d'intégrer la fatigue du personnage dans un combat qui dure un petit peu, le moment où le héros doit reprendre son souffle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dans Batman, où pas tout le monde a des pouvoirs, il y a des moments où Batman, il prend cher. Il s'en prend plein la tête face à Ben ou des trucs comme ça. Il y a des moments où il doit lécher ses blessures. Et le jeu permet de simuler ça. Donc moi, étant gamer, je trouve ça super intéressant. J'y retrouve un peu les sensations qu'il y avait dans Battletech ou ce genre de choses où les robots de combat finissaient par chauffer. C'est un peu ça, j'aimais bien ce principe-là. C'est une simulation qui est drôlement réaliste. Quand bien même, c'est des choses, des principes assez simples. Donc moi, forcément, le truc m'intéresse aussi comme joueur. Et le fait est, tant qu'il y a le plaisir après de fans de comics, pouvoir jouer Batman ou Jason Todd ou Joker ou Ben, ça c'est super chouette aussi, c'est vraiment l'éclate. Depuis tout à l'heure, on voit passer des figurines. Quand on est fan de comics, en général, je ne dis pas qu'à 100% on est aussi fan de toutes les représentations et de tous les goodies qui peuvent exister dans le monde. Les figurines, elles ont l'air encore d'un cran au-dessus de celles de Batman. De Conan, elles sont juste complètement dingues. On voit passer sur les fils Facebook, ce que tu partages, Monolith partage, quand on s'intéresse un petit peu au jeu, on voit passer tous ces personnages. Ça fait quel effet ça? Là aussi, vous regardez les... non seulement on regarde les films, et tu penses bien qu'on a vu passer les photos quelques temps avant vous, donc bien entendu, c'est super marrant. Ça, c'est des dieux, là. Au niveau parce qu'il y a le jeu, bien sûr, il y a l'univers, il y a le jeu, mais il y a cet aspect, on peut très bien, j'imagine qu'un fan de Batman va parfois peut-être se procurer le jeu que pour les figurines, non? Ouais, je pense. C'est possible, ça? C'est un sujet de Discord qu'on a eu pratiquement à la première entrevue. Je lui ai dit ça comme un compliment. Je pense que c'est un bon vecteur pour intéresser les gens. Moi, je ne suis pas fan de la démarche, par contre. Voilà, mais bien sûr. Mais c'est pas ta démarche, mais moi, quand j'ai vu commencer à passer si tu as envie que des mecs s'y mettent. Le Gordon, il est super. Quand j'ai vu passer les premières figurines, je me suis dit, ah putain, moi, si j'étais fan du personnage, j'achèterais que pour les figurines, quoi. Elles sont quelle taille? C'est du 35. Ouais, donc c'est de la bonne figurine. Ça reste de la figurine. Bon, c'est quand même. Après, il faut les peindre. Oui, c'est à peu près le format d'une Warhammer, un peu de choses près. C'est ça. Mais mais c'est pas un produit par ABD, ce que je veux dire, c'est un jeu. Oui, on est d'accord. Tu vois, c'est fait pour être joué. Sinon, je sers à rien, c'est ça le truc. Non, tout va bien. Parce que bien sûr, je m'en fous. Non, mais je pourrais te dire. Voilà, tu vas le faire pleurer, bravo. Et tout. Non, mais parce que ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça m'intéresse pas de vendre une boîte si elle n'est pas jouée. Mais ça, j'ai compris. Toi, tu veux faire un jeu qui va marcher. Et ça. Moi, j'écoute les spécialistes et je pense qu'une petite frange l'achètera. Ce que je dis n'est pas incompatible. Je dis que des gens peuvent très bien s'y intéresser en voyant ces superbes. Et pousser jusqu'à essayer. Parce qu'ils l'auront, ils seront bien obligés de l'utiliser. Et puis le jeu est franchement bien, quoi. Il est vraiment agréable. J'ai trouvé très fluide, très agréable à jouer, quoi. Ok. Mais vas-y. Ok, non mais maintenant on reviendra peut-être sur le jeu après, mais je voudrais bien parler de Batman, parce qu'on c'est quand même un strip track, on est là pour parler de tout ça. Et j'ai une petite phrase tout à l'heure qui a fait tilt quand tu as dit Batman, c'est 1939. Ils ont. Alors, on connaît Conan, c'est un écrivain qui a écrit des bouquins, etc. Tu dis c'est qui, c'est quoi Batman, pourquoi? Alors Bob Kane, sur les crédits des épisodes, on voit Batman créé par Bob Kane. Bob Kane qui était un dessinateur, qui avait travaillé avec Will Eisner précédemment, il y a le succès de Superman, Superman a surpris tout le monde en 38, Superman surprend tout le monde. Et donc du coup génère une grande armée de clones. Pas mal de gens essaient de s'engouffrer dans le super-héros. Bob Kane crée un Birdman, un homme-oiseau. Donc le film avec Michael Keaton sorti récemment, il y a vraiment une dimension de commentaire là-dessus aussi, et qui est refusé par l'éditeur, qui le trouve naze. Et effectivement, le truc n'est pas terrible. Et Bob Kane va s'acotiner avec une vague connaissance qui s'appelait Bill Finger et qui va lui retravailler son concept et en faire le Batman qu'on connaît. Sauf que le pauvre Bill Finger va se faire escroquer par Bob Kane et ce n'est que récemment que DC Comics a reconnu officiellement l'apport de Finger. Le dessinateur originel a retourné voir l'éditeur DC Comics en disant j'ai revu ma copie, est-ce qu'on peut signer un contrat? L'éditeur a dit ok, mais il a oublié de leur parler du scénariste. Ah ok.
Donc, et effectivement, le gars est mort. Pourtant, il a écrit secrètement pendant des années Batman, mais il est mort dans un motel pauvre et tout ça au début des années 70. Donc, comme une bonne partie des autres super-héros classiques, il y a souvent une part d'injustice à la base de ces personnages-là. Surtout qu'on accorde beaucoup de crédit à tout ce qui est dessin et les scénaristes, comme au cinéma ou autre. Étant scénariste de bande dessinée, je vois très bien le truc que je suis en dédicace, je vais avoir 3 bonhommes devant moi. Si je suis assis à côté d'un bon dessinateur, lui va en avoir 150. Ça, c'est classique. Lui, il dédicace, il fait un dessin. Toi, tu vas écrire un mot. Je peux cochonner la page de garde, je ne m'en prive pas. Mais bon, c'est clair que j'ai dédicacé une fois à côté de Moebius, paix à son âme. Il y avait 500 personnes devant. Moi, j'avais 5 bonhommes. C'était. Alors, ça s'arrangera. Et donc, Batman. Alors, 39, donc et ça démarre très bien. L'idée géniale de Finger, ça a été, puisque tout le monde copiait Superman, Finger a pensé en contre. C'est-à-dire, Superman est un héros lumineux et souriant, on va avoir un Batman qui est beaucoup plus sombre et qui fait la gueule. Superman a plein de pouvoirs, Batman n'en aura pas. Il va y avoir toute cette logique d'inversion qui permet de créer un personnage très original, quand par exemple les éditions Fawcett créent le Captain Marvel, qui est un décalque, il y a d'ailleurs un procès retentissant derrière, mais qui est un décalque de Superman. Petit à petit, comme on est dans une logique qui est quand même assez industrielle dans les comics, d'autres auteurs vont se greffer là-dessus. Donc le premier notable, c'est un gars qui s'appelait Jerry Robinson, qui va créer le Joker. Je crois que c'est lui qui a créé Robin aussi, sauf erreur de ma part. Alors oui, il y a plein de versions sur les créations. Après, tu ne sais pas forcément qui a fait quoi. Qui a fait quoi, mais bon. C'est très intéressant. On est dans un phénomène industriel, on va dire. Et puis il y a un collectif. Il y a un côté. Oui, c'est ça, il y a un côté collectif. Et puis, tu sais, la valeur ajoutée. Et je dirais, il y a toujours le mec qui dit, et je dirais même plus. Ce qui fait que le Batman que tu découvres en 39, il n'a pas de Batcave, il n'a pas de Batmobile. Je crois qu'il a vaguement une corde ou un lasso et encore. Il n'a pas le Batarang. Et tout ça, c'est des choses qui sont venues se greffer après. Et ce qui est même rigolo, c'est que quand tu lis le premier épisode de Batman, qui a été réimprimé, je crois, chez Urban l'a repris dans les anthologies. En fait, dans le premier épisode, le lecteur ne sait pas qui est Batman. C'est-à-dire que tu vois passer un Bruce Wayne qui est pote avec un commissaire qui s'appelle John Gordon, mais tu n'es pas sûr jusqu'à la dernière case qu'on te confirme que c'est bien Batman. Donc il y a plein de choses très intéressantes à retrouver. Le Joker du début, c'est pas du tout un clown déconneur tel que on a pu le voir dans les séries télé. C'est vraiment un tueur de sang-froid assez proche de ce qu'a fait Nolan. Ça rigole pas. Il y a des accidents créatifs assez rigolos. Les auteurs ont créé le Joker n'y croyant pas, c'est-à-dire qu'ils le tuaient à la fin de l'épisode en se disant c'est bon, ça ne servira pas. Et l'éditeur leur a dit non, attendez, ce personnage-là, on peut en faire quelque chose. Il faut le sauver. Et ils ont enlevé la dernière case. Ils ont rajouté à la place une case où l'ambulancier se penche sur le cadavre du Joker et fait mais attendez, il respire encore. Et c'est parce que l'éditeur a fait ce caprice-là que le Joker a continué sa carrière avec le succès qu'on connaît. Donc il y a plein de petites choses un peu magiques comme ça. Et puis de toute façon, comme je disais, tous les auteurs de comics au début piochent dans des choses qui datent d'avant. Une des grosses sources des comics, ça va être les arts du cirque, les parades, enfin les freaks, les sideshows. Tous les personnages, enfin la plupart des méchants de Batman, au départ, ce sont des monstres déformés, c'est Double Face, c'est le Pingouin, c'est le Joker, c'est des personnages des freaks, des monstres de foire, des phénomènes de foire. Donc ça, c'est des choses. Et Superman lui-même, de toute façon, le costume du super-héros, c'est un costume d'Hercule de foire. Bien sûr. Donc ça, c'est des choses, ils vont piocher là-dedans, ils vont piocher aussi dans les pulps, qui étaient les magazines avec des romans feuilletons, donc ceux dans lesquels Conan est apparu dans les pulps, le Capitaine Flamme est apparu dans les pulps. Et Superman doit beaucoup à un personnage qui s'appelait Doc Savage, et Batman doit énormément à un personnage qui s'appelait le Shadow, qui était un justicier nocturne, alors qui avait un flingue dans chaque main. D'ailleurs, les premiers scénarios de Batman sont pratiquement copiés-collés du Shadow. Le Case of the Chemical Syndicate, oui, c'est de toute façon, il y avait un équivalent quasiment direct dans le Shadow. Le Shadow, qui pour la petite histoire, avait été créé à la radio dans un feuilleton radiophonique par Orson Welles. Et le rire du Shadow, le rire caractéristique du Shadow était dû à Orson Welles avant qu'il devienne cinéaste. Alors c'est rigolo parce que finalement, à vous écouter, au départ, l'idée de créer un mec comme Batman, c'est juste parce qu'on voyait qu'il y avait un truc qui marchait, qui rapportait de l'argent. C'est un processus industriel en fait. Assez. Alors après, tout est un processus industriel. La Chapelle Sixtine, oui, bien sûr. C'est un boulot de commande aussi. Donc mais c'est surtout qu'il faut remettre les choses dans le contexte. À l'époque, cette BD-là, c'était pas de la BD noble entre guillemets. La grande BD qui marchait bien, qui rapportait de l'argent, c'est celle qu'on trouvait dans les journaux. Flash Gordon, les auteurs de Flash.
Zorro, tout ça. Les auteurs qui faisaient ces BD-là étaient richement payés et adulés comme des stars. Par contre, quand tu faisais des comic books, tu étais vraiment dans une ambiance d'arrière-boutique d'imprimeur. Voilà, et c'est souvent pour ça que les auteurs de ces premières BD sont souvent des adolescents ou de jeunes adultes, parce qu'ils faisaient ça comme s'ils avaient été scieurs de chaussures ou s'ils avaient vendu des carambars à la sortie de la gare. S'il y a les Shuster, les auteurs de Superman, avaient 16 ans quand ils arrivent à New York pour travailler. Alors, ils ne font pas Superman tout de suite, mais ils arrivent, ils ont Superman déjà dans leur carton, ils se le font refuser. Mais il faut 2-3 ans pour que Superman soit accepté. Mais ils ont 16 ans quand ils arrivent de Cleveland. Et ces BD-là, elles sont vendues pour quelques centimes. Donc 10 centimes, c'est général. Pourquoi c'est underground? C'est quoi? C'est en rupture? Non, c'est générationnel. Tu avais raison quand tu parlais d'industrialisation. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on trouvait dans les kiosques de l'époque. Et puis c'était tiré un million d'exemplaires chez les glaciers aussi, les choses comme ça. Et tout le monde, même les éditeurs de l'époque, n'y croyaient pas, pensaient que c'était une mode qui allait durer 2 ans, et puis que ça allait passer. Avec Superman, on est passé à l'étage supérieur, et avec Batman, c'est marrant, et je ne suis pas le seul à le dire, plein de gens qui se sont penchés sur le sujet ont la même conclusion, c'est qu'avec Superman, tu as vraiment le summum de l'humanité, avec des super pouvoirs qui ne sont pas arrêtés de lui inventer, des trucs comme ça. Avec Batman, tu as un type qui n'est pas surhumain, mais qui est le pinacle de l'humanité. Et entre les deux, alors en plus avec l'imagerie dont tu as parlé Alex tout à l'heure, tu as carrément le jour et la nuit, tu as le héros solaire et le héros nocturne, tous les autres viennent se greffer sur ce truc-là. C'est une gamme, et tous les personnages qui ont été créés après, Spider-Man et compagnie, se définissent, si tu veux, avec un pourcentage de Superman et un pourcentage de Batman. Voilà quoi, et c'est... Simplement, à l'époque, les gens n'y croient pas. Même ceux qui pratiquent ce genre et ces comic books. Et ça explique aussi des choix, parce que des fois, quand tu je sais pas, si tu voulais écrire un roman, tu n'irais pas pomper un roman en disant, tu dirais, je vais me faire gauler. Là, les gars se disaient, de toute façon, dans 6 mois, on n'est plus là. Donc, voilà, on s'en fout. Voilà. Le Joker prend l'idée du Joker leur vient en regardant le film tiré de L'Homme qui rit de Victor Hugo, dans lequel Conrad Veidt est très très inquiétant, avec son visage blafard, son sourire. Et c'est de là qu'il pioche l'idée visuelle du Joker. Donc il recycle énormément. C'est du papier recyclé, c'est un papier recyclé dégueulasse, mais le contenu est recyclé aussi. Alors le succès, est-ce qu'on se l'explique? Là, on peut se dire que Superman, c'est normal, tout le monde rêve d'être le plus fort, le plus beau. Oui, mais se venger de ceux qui vous font du mal, ça explique aussi le sujet de Batman. On aimerait bien pouvoir se grimer pour pouvoir... Donc oui, c'est pas... Et puis ça correspondait à une demande. On sort de la crise de 29. Et les pulps, justement, mettent déjà en scène des héros, comme ça, des héros qui ont une fonction cathartique, une fonction consolatoire. C'est-à-dire, le mal peut être vaincu. Et par exemple, pendant la guerre, les GIs lisent énormément de comics. Ça arrive par palette entière. Les types qui vont combattre sur le front lisent Captain America. Et du coup, c'est un outil de propagande peut-être, non? Ah bah complètement. Ils font des scénarios pas tout de suite, mais Captain America. Captain America, tu m'auras pas sur ce terrain-là. Captain America, c'est un vrai message, non pas de propagande, mais des auteurs qui ont anticipé la guerre. D'ailleurs, à un moment où c'était pas du tout populaire, qui sont partis 1 an avant tout le monde, en tout cas avant les pouvoirs publics, en disant il faut aller sur ce terrain-là, on peut pas laisser les nazis agir, qui ont été menacés de mort parce qu'une partie de l'opinion américaine ne voulait pas y aller et trouvait que de quoi on se mêlait. Donc clairement, la propagande pour moi, c'est une volonté de téléguider les gens, et c'était pas le cas avec Captain America. C'est peut-être plus le cas avec certaines couvertures de Superman, effectivement, à plus forte raison, parce que dans les histoires, c'était pas si clair que ça. Il y a un épisode de Superman où on dit qu'est-ce qui se passerait si Superman existait vraiment. Et en 4 pages, il va arrêter Hitler et Staline à l'époque. Il y a des choses comme ça. Batman, c'est resté plus un héros de la ville, et si on doit revenir à cette idée de succès, c'est cette fonction première du super-héros qui est que, justement, en des temps de crise, alors que ce soit la crise économique ou la guerre, tu as ces mégapoles qui sont en train d'enfler, il y a déjà l'exode rural, les choses comme ça, et tu passes à des villes qui sont complètement différentes de ce qu'on connaissait au siècle précédent. C'est-à-dire qu'avant, les gens mouraient un petit peu à l'endroit où ils étaient nés, tu avais 3 ou 4 générations
générations qui habitaient dans la même baraque. Et là, de ce coup, tu as des gens qui se retrouvent dans des grandes villes en expansion. C'est-à-dire que même si tu es né dans la ville en question, même si tu es né à New York, elle grandit tellement vite que tu ne la reconnais pas. Donc tu te prends à imaginer un personnage idéal qui est maître de la ville. C'est-à-dire que non seulement il est maître des richesses, puisqu'on sait ce qu'est Bruce Wayne, mais il va dans les bas-fonds. Il connaît les trucs comme ça. Et donc il connaît toutes les couches sociales. C'est un petit peu le thème courant du super-héros d'ailleurs. Et ce qui était déjà dans Les Mystères de Paris un siècle plus tôt, le prince Rodolphe, c'est exactement la même structure. Et donc, et honnêtement, tu retrouves plein de mécanismes avec Conan. C'est-à-dire que l'origine de Conan, d'ailleurs, a été un peu simplifiée pour les films, mais quand tu vois l'origine de Conan dans les films, ça repose vraiment sur le meurtre de ses parents et aller chercher le type qu'ils a tué. Donc, il y a un truc avec Batman qui est clair là-dedans. C'est une sorte de Conan urbain. On devient fort grâce à ses souffrances, en fait. Et là, on peut tous s'y reconnaître. Oui. Tout en étant... Autant Superman, c'est compliqué. Parce que voilà, c'est le mec on rêve qu'on aimerait être ce mec qui est plus fort que tout le monde. Il n'y a pas d'identification. Autant Superman, c'est un surmoi, c'est un modèle. Ouais, aussi. Il se pose, il y a un côté modèle dans le cas de Superman. Donc, l'identification ne fonctionne pas selon les mêmes codes. On se reconnaît effectivement plus facilement dans Batman. Mais pas mal d'auteurs qui se sont frottés à Superman s'intéressaient à Superman justement pour cette dimension exemplaire. Il y a l'exemplarité de Superman qui n'est pas oubliée. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes codes d'identification. Du coup, on en arrive à ce Batman 40, 50, 60 et les années 80, celui qui va intéresser Fred. C'est-à-dire que Batman a eu un succès, vous l'avez dit, d'abord pas sous le manteau, mais chez le glacier, à l'arrière-boutique. Et puis, comment ça se transforme en cette culture populaire qui est supposée être oubliée, devient tout d'un coup une culture... Batman n'a jamais été oublié. À la fin de la guerre, les super-héros connaissent une éclipse. Aurait dû être oublié. Quand on a pensé que ça personne n'allait y penser. Mais tous les super-héros ont une éclipse à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Justement, ils sont remplacés par d'autres choses. Il y a un retour du comics de western, il y a l'arrivée des comics à l'eau de rose, par exemple. Et donc, les super-héros disparaissent quasiment. Les seuls qui subsistent, à peu près, c'est Superman, chez DC Comics, c'est Superman, Batman et Wonder Woman. Et le truc, du coup, ils sont obligés de réinventer toute leur écurie au début des années 50. Mais Batman ne cesse jamais d'être publié, et à tel point qu'il est pris comme exemple quand le professeur Vertam, qui est un psychologue, qui fait un papier incendiaire, un bouquin incendiaire expliquant que les comics et notamment de super-héros sont la source de toutes les difficultés sociales. C'est un peu l'équivalent du jeu vidéo maintenant. C'est tous les petits délinquants des comics. Et donc, il s'intéresse énormément au cas de Batman, qui décrypte d'ailleurs, c'est absolument les pages qu'il écrit sur Batman et Robin, avec en plus Alfred, le vieux, enfin 3 générations d'hommes sous le même toit. Et des fois, ils portent des robes de chambre. Enfin, Batman porte une robe de chambre et fume la pipe. C'est un fantasme de bésodrome homosexuel. Enfin, c'est d'une drôlerie sans nom. Il projette des fantasmes bizarres là-dessus. Des trucs que si on interroge Alors, des auteurs ultérieurs peuvent avoir joué là-dessus, mais les auteurs au départ, Bob Kane et autres, n'ont absolument pas ça. Enfin, c'est pas du tout une grille de lecture qu'ils ont là-dedans. Simplement, ils écrivent pour des jeunes garçons, et de la même manière que Hergé écrivant pour des jeunes garçons un mal de chien, à mettre des personnages féminins dans Tintin, c'est pareil pour les auteurs de comics au départ. En plus, c'est publié à une époque où les écoles mixtes, ça ne coule pas de source. Donc, et on se dit même si on met une fille dans la BD, les garçons ne voudront plus la lire parce que les garçons ne jouent pas avec les filles. Donc finalement, on se rend assez facilement compte que les femmes qui ne manquent pas dans l'univers de Batman sont quand même plutôt des femmes fatales et des ennemis. On a Catwoman, Poison Ivy, des choses comme ça. Mais le vrai truc, je pense qu'effectivement Batman est tout le temps resté, mais il y a quand même eu des hauts et des bas dans la popularité. Et fin des années 50, début des années 60, le personnage est connu, mais si tu veux, c'est un peu le personnage que lisait papa, donc ça devient ringard de dire ça. Et il y a un curseur qui remet la pression, c'est la série télé. Et la série télé, d'autant plus que comme il manque de personnages crédibles pour affronter Batman, ils vont aller chercher dans des épisodes des années 40, 50, des personnages qu'on n'avait pas revus depuis des années. Le Sphinx en France, qui s'appelle le Riddler aux États-Unis, donc c'est un mec qui est un fou des devinettes. C'est un personnage qui était apparu, je crois, en 48, 2 fois et qu'on n'avait pas revu depuis. Et le fait qu'il apparaisse dans la série télé va remettre le curseur et du coup ce personnage-là devient indissociable de Batman. Et tu as plein de trucs comme ça qui font qu'à ce moment-là, ça devient vraiment un personnage multigénérationnel. Tu as des gens qui regardent ça avec leurs gamins et quelque part, à partir de ce moment-là, vraiment Batman est sur orbite. On sait qu'à chaque génération, il y aura des versions différentes, il y aura Burton, il y aura d'autres trucs. Batmania, ça génère les produits dérivés à l'époque et ça c'est nouveau aussi.
Parce que ça a commencé, donc on a dit dans la fin des années 30, début 40. Tu disais c'était des gamins qui commençaient à écrire ça, qui lisaient ça. Forcément, c'est remis au goût du jour avec la télévision dans les années 50. Donc en 66, ils ont 40 piges. Ouais, en 66, quand la série sort, ils ont 35 ou 40 ans. Voilà, ceux qui avaient lu ça petit en 35 ans, ils ont des enfants. Donc du coup, ils regardent ça avec leur môme, ils partagent ce moment-là, et là, c'est terminé. Je veux dire, la preuve, c'est que nous, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard… Mais il était arrivé la même chose avec la série télé avec George Reeves quelques années plus tôt. Quoi, avec Superman. Avec la série Superman, qui avait aussi un peu réimposé Superman dans la psyché populaire, alors que en termes de papier, dans les comics, dans les années 60, là où ça se passe, c'est plus chez DC Comics où les personnages sont considérés comme ringards, mais chez Marvel où Stanley, Kirby, Ditko imposent des personnages beaucoup plus cool et beaucoup plus en phase avec leur époque. Peter Parker parle directement aux gamins des années 60, ce qui n'est plus le cas de Clark Kent ou de Bruce Wayne. Surtout qu'avec la série télé, alors je ne sais pas si à l'époque ça s'était fait là, mais nous quand on la regarde, c'est souvent, voilà, Batman il a un costume un peu… Oui, mais c'était délibérément dit. Il a un physique un peu, voilà, c'est pas… C'est ce qui rend aussi la série du coup inoffensive et ce qui permet effectivement de la regarder en famille. Ce côté gentiment kitsch, les enfants n'en ont pas conscience, mais les parents s'en amusent. Donc ça permet, c'est un peu ce que… C'est un peu ça que brocarde des séries comme Austin Powers maintenant, qui jouent avec l'esthétique rigolote des années 60. Mais ça se passe en live avec chapeau monobotte de cuir, avec Batman. Et puis avec un second degré tout le temps. Donc on peut se moquer effectivement du premier degré parce qu'il est dépassé, mais en fin de compte, au second degré, il y a plein d'autres choses. Il y a même des trucs super sexy pour un truc qui… c'est vrai que Erta Kitt en Catwoman, ça faisait. On peut lire aussi les différents ouvrages consacrés aux mémoires d'Adam West et de ses comparses dans la série, et c'était chaud dans les coulisses, quoi. Donc c'est vraiment un truc, les fous avaient pris le contrôle de l'asile, on pourrait dire, mais il y a vraiment quelque chose qui repart dans ce moment-là, et à partir de ce moment où Batman est devenu multigénérationnel, il est évident que 15 ans, 20 ans plus tard, les petits-enfants des premiers lecteurs vont continuer à remettre le truc. Et se l'approprient, parce que ça change dans les années 80, du coup. Parce que Miller, mais même avant, il n'est pas trop bisounours. Ça change avant même, parce que quand Denis O'Neill et Neil Adams reprennent le personnage à toute fin des années 60, début des années 70, c'est justement pour aussi revenir aux sources, et donc en se construisant en contre de la série télé, revenir aux sources de Batman avec un Batman beaucoup plus détective, beaucoup plus sombre. En éjectant Robin part faire ses études dans une autre ville, donc il disparaît de la série, on le met dans un autre magazine, et Batman devient plus solitaire, alors travaillant un petit peu avec Batgirl. Et c'est là qu'il y a Ra's al Ghul, qu'il y a Man-Bat, et qu'il y a des personnages beaucoup plus sombres, beaucoup plus inquiétants. Donc là, on revient, et puis après, de toute façon, chaque nouvelle génération d'auteurs va revenir parfois un Batman un peu plus cool ou un peu plus rigolo. Les épisodes de Engelhart avec le Joker, il est super drôle, le Joker par Engelhart et Rogers, qui, par exemple, il entre dans une pièce, il entre chez un avocat, et l'avocat fait « Oh mon Dieu !» et le Joker se retourne en faisant « Où ça, où ça ?» On revient dans la BD, c'est très drôle, c'est pas comme il T'es sympa, toi, en fait. Il raconte mal, tu veux dire mais on arrive à des trucs plus rigolos, et quand Miller arrive dans les années 80, et en plus Miller arrive après l'inspecteur Harry, et il injecte cette espèce de tessiture Clint Eastwood au personnage, et avec l'idée d'en donner une version ultime, de raconter la dernière histoire de Batman. Bon, qui ne sera pas tout à fait la dernière, puisque de toute façon il va même faire des suites à son Dark Knight, mais ça c'est une autre histoire. Donc Miller, BD, etc. Et puis le cinéma hollywoodien s'en empare. Tu as le film de Burton, en 89 le premier. Et avant, il y avait eu des versions ciné, donc il y a eu des serials. Et d'ailleurs, c'est au cinéma, dans les années 40, dans le premier serial cinématographique de Batman, qu'on voit pour la première fois ce qui tient lieu de Batcave. Et la première Batcave, elle est à peu près grande comme le studio. Là, je ne veux pas... Et avec quelques chauves-souris en plastique, j'ai goûté. Une table et deux chaises. C'est même pas une grotte, c'est-à-dire que tu comprends que Batman a une sorte de cave en dessous de chez lui, où il fait je sais pas quoi, et il attend près d'une table. Et c'est la première fois où on voit qu'il a vraiment un endroit caché, et c'est ce qui va être réinjecté dans la BD. Et c'est ce qui est propre aussi à des personnages tels que Batman et ses collègues, c'est que toutes les bonnes idées ou toutes les idées populaires, parce que des fois il y a une nuance, au cinéma ou à la télé, vont être réinjectées la BD va s'en nourrir. Tout à l'heure, je parlais du droit d'inventaire qui a fait que des personnages qui avaient eu une ou deux chances et puis qui avaient échoué dans les comics sont revenus via la série télé. Et là, tu as la même chose sur les équipements ou sur des designs qui sont passés par le cinéma et après sont revenus dans la bande dessinée.
Et on voit d'ailleurs que la Batmobile, par exemple, de Tim Burton dans le film de 89, a rien à voir. D'ailleurs, au départ, les premières photos qui passent, les fans gueulent un petit peu. Ouais. Et puis quand ils la voient tourner, d'un coup, les gens adorent et on la voit apparaître telle qu'elle dans les bandes dessinées. Ouais, Comme la Batmobile des années 60, très profilée, était apparue après, est devenue la Batmobile, la norme de Batmobile pendant quelques années. Et du coup, même au cinéma, Batman a eu une évolution. Oui. Parce que c'est vrai que le Tim Burton, il était un peu effectivement. guilleret. Malgré tout, c'était un peu, voilà. Je crois qu'il y avait un truc à trouver d'abord entre l'image qu'une partie du grand public avait suite à la série télé, il fallait être raccord avec ça, et puis il en a fait quelque chose de lunaire, en particulier dans le deuxième, qui à mon avis est le plus réussi. Donc il y a quelque chose qui est à la fois ce qu'on connaît de Burton, hein, il y a un côté poésie, il y a un côté lugubre, c'est quand même pas que de la déconnade. Non, c'est gothique. pas ça. C'est le côté gothique, exactement. Ouais. Et en même temps, c'est vachement fin, c'est-à-dire que ça mérite d'être revu, ces films-là. Dans le premier, où il y a l'opposition avec le Joker, rien que les plans, c'est monté de manière super intéressante. C'est-à-dire que si les gens qui ont vu le film ou qui vont le revoir, qui vont se dépêcher d'aller le revoir sur la même discussion, ont la curiosité d'aller voir le moment où le Joker rentre dans un musée et commence à tout casser. Alors, c'est filmé, la caméra est derrière le Joker et on le suit qui rentre dans le musée. Donc, on rentre avec lui et il commence à tout casser. Et dans une autre scène, tu as la journaliste et son photographe. C'est son photographe qui rentre dans la salle où Bruce Wayne conserve des armures. Et c'est filmé à l'envers, c'est-à-dire que c'est filmé dans la salle et tu vois les personnages rentrer. Et bien entendu, Bruce Wayne est un conservateur de la culture et il y a des armures japonaises. Donc tu comprends qu'il y en a un qui est là pour détruire la culture, l'autre pour la protéger. Et c'est filmé de manière complètement opposée dans les champs. Donc c'est très fin dans la manière de penser le truc, même si là encore il y a un premier degré qui part dans la déconnade. Le Joker qui s'étonne que Batman ait les meilleurs jouets que lui, qui est très vexé que Batman ait de plus beaux jouets. Quoi. Ça, c'est très intéressant aussi sur le côté régressif quelque part de Batman avec Bruce Wayne. Enfin, Batman, c'est quelque part c'est le Bruce Wayne petit enfant choqué et dont le développement s'est arrêté et donc il continue à avoir des panoplies. Et le Joker, bien souvent, finalement, quand tu regardes le Joker, alors bien entendu, c'est un tueur, un assassin, mais bien souvent, le Joker ne veut rien d'autre que Batman joue avec lui. Ouais. C'est ça le truc. Son copain de jeu. Ouais. Mais ce que je voulais dire avec le côté un peu moins sombre que les derniers, c'est qu'il y avait un petit côté cinéma quand même, décor de cinéma. On voyait bien que c'était, tu vois, comme ce truc de boule de neige, là, parce qu'à un moment donné, ça neige avec le pingouin, je crois. Tu vois, tu as un côté petit boule de neige décor, alors que les suivants, ceux qui sont arrivés dans les années Schumacher n'existait pas. C'est beaucoup plus sombre, ça devient. C'est même pas sombre, c'est que j'ai envie. Alors après, forcément, c'est toujours personnel. Il y a sans doute quelqu'un de l'autre côté de Facebook qui va me dire non, que c'est du vrai travail d'auteur. Mais les deux premiers par Burton sont un travail d'auteur. Les deux suivants sont un produit. Oui, c'est ça. On sent la patte de Schumacher. Enfin, on sent que Schumacher se fait plaisir quand même. De plein de raisons, plein de manières possibles. Mais on sent bien quand même que le studio a décidé de poursuivre le truc et qu'il faut y aller coûte que coûte. On voit aussi plein d'acteurs qui arrivent pour cachetonner. C'est-à-dire que là encore, on reprend les deux premiers Batman de Burton. Quand on voit le pingouin, on sait qu'il est là pour faire le pingouin. Quand tu vois Schwarzenegger dans les suivants, venu faire. Ça n'a aucun sens. Ils n'essayent même pas de jouer parce qu'ils sont en vacances. C'est pas très important. Ils paient leurs impôts et hop. Ouais, c'est pas très important. Même Uma Thurman est insignifiante. C'est terrible. C'est triste d'ailleurs. Parce qu'il y a eu un moment aussi où les gens les acteurs allaient filmer des films de super-héros comme s'ils étaient en vacances. C'était pas sérieux. Ouais. Et c'est vrai que moi je suis entièrement pour qu'on s'amuse, mais on peut le faire sérieusement. Et là, non, on voit bien qu'il n'y a aucune direction d'acteur, aucun effort fourni sur ces films. Et ça se voit encore plus quand tu regardes d'autres films avec les mêmes acteurs, où tu vois qu'ils ont fait le job. Donc, et d'ailleurs, c'est à la sortie des salles de ces films-là qu'à un moment, il y a eu une éclipse pendant une décennie de film Batman, parce que les échos étaient tellement désastreux à la sortie que bien qu'il soit rentable, relativement rentable, sur la fin, le studio a dit si on en sort encore un dans 2 ans, on fera un four. Ouais. C'est pour ça qu'il a fallu faire reposer le truc jusqu'à ce que Christopher Nolan reparte dans une autre direction beaucoup plus sombre. Et puis il y a eu tous les super-héros, les X-Men et compagnie aussi, qui sont venus un peu pomper mais qui faisaient, les X-Men par exemple, faisaient le travail sérieusement, alors qu'on sentait qu'effectivement Schumacher ne prenait pas son sujet au sérieux. Quand Singer fait les X-Men, il prend son sujet très au sérieux parce que
les X-Men avaient un côté vecteur aussi d'idées politiques, et Singer s'en empare comme ça. Oui, tout à fait. Donc, je pense même que pour parler même du moment où la licence, où l'univers de Batman a touché le fond au cinéma, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie de citer, si on fait un tribunal 2 secondes, c'est un film où n'est pas Batman, c'est le film Catwoman. Là, on est parti loin, quoi. Donc là, le studio essayait même plus. Vraiment, il y a à nouveau un redémarrage thématique avec, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, là, sur le Nolan, il y a la vision d'un réalisateur et il y a un redémarrage qui continue d'influencer là aussi des comics. Et puis une vision, alors bon, il y a certains fans de Batman qui ont fait beaucoup de reproches à la vision de Nolan, mais au moins c'est une vision qui est cohérente, qui est pensée, enfin la trilogie de Nolan est très bien construite. Oui, parce qu'on le disait au tout début de ce papotage, Batman, comme tous les super-héros, et tu peux les analyser, les prendre de plein de versions et plein de chemins différents. Tu peux l'avoir pour des idées politiques, pour des idées machins, pour des trucs d'introspection personnelle. Donc il peut y en avoir dans tous les sens. Bien sûr. Chacun a la sienne. Je me dis que tu as la tienne, peut-être tu n'as pas tout à fait la même, toi tu en as une autre. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est que l'essentiel, c'est d'en avoir une idée, d'avoir un chemin. Parce que c'est un personnage contemporain, sauf que le présent change en oui, en temps 39, réel. c'est pas... Là où Conan se déroule dans une époque bien isolée, qui ne change pas, tout le monde s'y projette en acceptant les règles, Batman, ne serait-ce que le fait que Batman soit riche, ça ne veut pas dire la même chose aux mêmes personnes à des époques différentes. Si tu es dans la crise de 70, ou si tu es un bon patron, ou si tu vires des gens, c'est pas pareil. Ouais. Donc c'est des réflexes qui font que là aussi, le Batman qui rend la justice dans les années 60-70, il nous est sympathique. Plus on va dans un sens peut-être pas de réalisme, mais de crédibilité, et dans les années 80, l'idée d'un homme richissime qui patrouille dans la ville déguisé en chauve-souris et taper sur des petits voyous, ça devient une justice de classe, c'est plus inquiétant. Si on écoutait parler de ça à la télé ou si on lisait ça dans le journal, on n'oserait pas trop sortir de chez nous pendant quelques temps, je pense. Donc il y a une évolution de sens, c'est certain. D'accord. Mais de la même manière, tu as un personnage comme Tony Stark chez Marvel, demande aussi des relectures constantes, parce que le truc milliardaire fabricant d'armes, c'était déjà dans les années 60, il y avait un côté Paris, Stan Lee s'amusait à créer un personnage délibérément antipathique, mais bon, c'est toujours un petit peu délicat, et on voit souvent Tony Stark renoncer à fabriquer des armes et s'humaniser de cette façon-là, parce que sinon le personnage ne serait pas tenable, ce serait une espèce de Howard Hughes vraiment très, aussi dérangeant que le vrai. Il y a autre chose qui joue pour Batman et pour sa mise à jour régulière, c'est tous ses alliés. C'est-à-dire que finalement, il y a des générations aussi d'alliés. Et dans les années 40, donc tu avais Batman, Robin, puis en gros, c'était pratiquement, ça s'arrêtait pratiquement. Il y avait Fred apparaît un peu plus tard. Mais bon, voilà, c'était plutôt un personnage comique. Et au fur et à mesure des décennies, tu vas voir apparaître des Robins différents, d'autres alliés, des versions différentes de Batgirl, de Batwoman. Il y a une version de Batwoman dans les années 50 qui devenait super-héroïne parce qu'elle voulait séduire Batman et en fait qui était empotée et pas du tout crédible. La Batwoman des années 2000, qui est depuis une décennie dans les comics, c'est une héroïne lesbienne. C'est pratiquement, je crois, la première super-héroïne lesbienne majeure de DC Comics. En tout cas, de ce niveau-là, qui est totalement badass. Et quand Batman arrive pour se démasquer, parce qu'au bout de quelques années, il se dit on bosse ensemble, je vais quand même lui révéler que je suis son cousin. Et il enlève la cagoule et l'autre lui dit bien sûr que je savais que c'était toi parce qu'elle n'avait pas attendu que voilà. Donc il y a une vraie remise à jour qui est constante et à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage et ça va dans le sens du jeu, c'est cette richesse là, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, il apporte des choses au mythe. Est-ce que ces personnages, aussi bien ses alliés que ses ennemis, sont aussi des reflets des problématiques qu'on peut avoir dans nos sociétés au moment où c'est créé. Ra's al Ghul apparaît au moment du terrorisme palestinien, des prises de conscience écologiques et le reflet de tout ça. Par exemple, les problèmes, le Ra's al Ghul qui dit oui, l'humanité est un cancer et il faut en purger la terre, quand il apparaît dans les années 70, c'est le début du discours d'écologie politique. C'est pas complètement. Alors, sachant que Donny O'Neill, son créateur, était journaliste au départ, il essaye d'être en prise avec l'actualité. Donc c'est des choses, bien évidemment, des personnages comme ça, ou quand on voit apparaître un personnage comme Bane dans les années 90, on arrive, Bane est un commentaire sur l'état aussi des comics à leur époque. C'est un personnage d'Image Comics d'une certaine façon, Bane, donc d'un peu un commentaire sur ce que fait la concurrence. C'est ce qui fait aussi du coup que ça fonctionne, parce que c'est ancré. Oui, ça permet de renouveler le personnage. C'est des problématiques auxquelles on est nous confrontés, individus normaux.
Et puis, un comportement qu'on a potentiellement à avoir pour essayer de les résoudre, nous aussi. Tu as un truc aussi qui revient souvent ces dernières années, en gros depuis 20 ans, qui est l'abandon de la notion de service public, à plus forte raison aux États-Unis, parce que c'est encore plus hard que chez nous. Donc tu vois bien que la ville de Gotham, finalement, elle est livrée à elle-même, avec des maires corrompus. Sur le GCPD, là, t'es vraiment... Voilà, tous les arcs où tu comprends quand Gordon et 2-3 flics font ce qu'ils peuvent dans une police qui est complètement corrompue. Tu as des arcs tels que Cataclysme ou Contagion, où d'un seul coup, tous les Gotham et comment dire, isolée, elle est mise en quarantaine, la ville devient pas viable et donc les citoyens, ça a été un peu récupéré par Nolan dans son 3e film, les citoyens sont livrés à eux-mêmes dans la ville et finalement on refuse de quitter la ville, mais en gros l'État les aide plus. Et Batman devient encore plus finalement, alors bien entendu, il ne s'agit pas de dire que les choses sont à ce point-là, mais il y a une parabole, et quand tu vois comment sont des villes en surendettement massif comme Détroit, voilà, c'est des choses qu'on a retrouvées ailleurs que dans les seuls films de Batman. Robocop, il y a ça aussi. Hein, c'était là avant dans la BD. Quoi. Puis Robocop était aussi un commentaire politique sur la politique de son époque, sur la politique des années Reagan. Hein, et après, Batman est aussi sur tous les épisodes, à un moindre niveau. Tous les épisodes ne sont pas forcément prêcha, il n'y a pas la cause à défendre chaque mois. Et il y a aussi des épisodes qui sont simplement graphiques, qui sont beaux à regarder. Il y a des personnages qui sont plus ou moins tragiques, plus ou moins comiques, mais il y a un mélange qui est intéressant. Avant de revenir au jeu, donc, le truc quand même, c'est que fut un temps, c'était quand même une littérature adolescente, même si on a dit, voilà, c'est multigénérationnel, ça reste quand même comme tous les comics en général. Il y a un vieillissement du lectorat de nos jours, quand même, très nettement. C'est-à-dire ça se voit même dans les problématiques abordées. Oui, mais c'est vrai que la transmission se fait un peu moins. Alors, avec les films, les personnages reviennent sur le devant de la scène, mais c'est vrai que le profil de base du lecteur de comics, maintenant, c'est plutôt un trentenaire qu'un adolescent. D'accord, parce qu'à une époque, c'était des adolescents, les gens qui lisaient Strange et autres, c'était des gamins, on était... Aux États-Unis, les comics étaient vendus en kiosque, pour les 50 centimes. Et à un moment, ils ont fait le choix de ne plus être vendus qu'en librairie spécialisée. Or, la librairie spécialisée, tu n'y rentres que parce que tu cherches quelque chose. Il y a plus très pointu. Si tu n'as pas été initié au truc, ça devient difficile d'y rentrer de toi-même. Si ton père va acheter des cigarettes, ne fumez pas, c'est pas bien, mais si ton père va acheter des cigarettes et qu'il ne sait pas quoi t'acheter, qu'il te prend l'équivalent d'un Strange ou d'un truc comme ça, il te met ta première dose et tu dis c'est bien, t'y restes. Ton père ne va pas aller acheter ses cigarettes dans une librairie de BD spécialisée. Donc tous ces petits hasards font que mécaniquement, tu perds tous les lecteurs qui sont générés par les coïncidences, par tiens, je suis rentré, j'ai vu ça, je l'ai pris. Et du coup, mécaniquement, la masse de lecteurs ne peut que se réduire et surtout, tu ne peux passer sur un modèle où en fait, tu as de moins en moins de nouveaux lecteurs et tu as de plus en plus seulement les anciens qui restent. D'accord. Aux États-Unis. Sauf que depuis quelques années, c'est l'explosion des super-héros partout. Je veux dire, pas forcément dans les ventes du papier. Oui, c'est ça. Mais tout le monde sait ce qu'est un super-héros. Tout le monde connaît les X-Men. Avec tous les risques des fois de malentendus aussi. Parce que les magazines qui publient les histoires de super-héros, le tirage ça a été divisé par à peu près 10 en 25 ans. Ouais, c'est vraiment le cinéma qui a ramené pour moi le super-héros, ça vient. Mais quelque part, la Warner, le DC Comics, c'est le service de recherche et développement de la Warner, quoi. Et de la même manière que Marvel Comics est un service de recherche et développement de nouveaux concepts pour Disney. Donc il y a de plus en plus de gens qui connaissent les super-héros, c'est comme les Hobbits il y a 30 ans. Non, moi j'ai un autre rôle. La nouvelle culture pop. Les Hobbits, tu as un peu raison, mais en tout cas, les gens qui vont voir les films consacrés au Seigneur des Anneaux, à Tolkien, savent majoritairement qu'il y a un roman et ils vont lire. Moi, je compare ça plus à James Bond. Parce que James Bond, effectivement, la plupart des gens savent que... Enfin, je dis James Bond, la plupart des gens pensent au cinéma. Ils pensent pas au bouquin. Une petite portion des gens vont dire, oui, c'est vrai, ça vient d'un roman à la base. Et dans cette petite portion-là, combien sont capables de te dire, oui, j'ai lu un roman, c'est minime. Et là, on est vraiment dans cette même situation-là. D'accord. Donc, énormément de gens connaissent, mais peu de gens lisent de comics. Et puis, du coup, ça crée aussi un décalage entre les adaptations faites pour le cinéma font que les gens qui ont vu les films et qui vont lire le comics n'y reconnaîtront pas forcément. Ça n'a plus rien à voir.
Le truc, par exemple, quel exemple sur Thor, par exemple, bah voilà, les gens qui vont voir, enfin là, Thor est peut-être redevenu un bonhomme là récemment. Non, oui. je l'ai pas vu. Parce que Thor était une fille Ah oui. à un moment, donc c'était ah l'infirmière Jane Foster qui avait ramassé le marteau et a-t-il les pouvoirs de Thor. Oui, ça correspondait plus au Thor qu'on avait dans les bandes dessinées. Ah oui. Là, dans la bande dessinée de Batman, Wolverine est mort dans les comics. Enfin, Ah oui. maintenant il est mort dans les films aussi, mais Wolverine était mort dans les comics. dans la bande dessinée de Batman, pendant un an, Bruce Wayne est devenu amnésique. Ok. Donc il a cessé d'être Batman. Et comme il fallait bien un Batman à Gotham, c'est le commissaire Gordon qui a pris la relève, qui est devenu Batman. Et donc on va dire que c'est très violent pour quelqu'un qui se dit tiens, j'ai vu le film, je vais aller voir les comics, et c'est pas du tout la même chose. Il y a 10 ans, Bruce Wayne était mort, et donc c'était Dick Grayson, le premier Robin, qui était dans le costume de Batman aussi. Pendant un an consécutif, enfin, je pense qu'il se passe un ça, an c'est- pendant lequel c'est Grayson qui est Ça, Batman. Un an et demi même. Ça, après, Ouais. c'est pour des raisons de publication. C'est-à-dire que les comics, sur papier, il faut produire du scénario. Bah oui, il faut oui, pas oui, toutes les semaines, tous les puis, mois. là, les on est, rebondissements, il faut Voilà, que ça- c'est sans Je crois arrêt. qu'on est en train de passer le 900e épisode Voilà. d'apparition de Batman dans des Oui, DC Comics. ça quelque doit chose être C'est-à-dire là où il comme faut ça. 2 ans pour faire un film de Batman. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a environ une demi-douzaine de séries, de mensuels consacrés à Batman aux États-Unis, donc qui chacun font 20 pages. Donc tu imagines le nombre de milliers d'épisodes qu'il y a. Il faut éviter de se répéter, alors même si parfois ça arrive. Et donc forcément, il faut essayer là aussi d'injecter du nouveau. Donc imaginez peut-être quelqu'un de nouveau sous la cagoule qui ne ferait pas exactement les mêmes choix. Puis en général, qui au bout d'un ou 2 ans force le retour du Bruce Wayne, le vrai, le seul, l'unique, c'est sûr. Mais Ils se croisent entre super-héros, héros, tout ça. Oui. Tout ça. Il y a des mélanges, etc. Après, bah oui, Batman faisait partie de la Ligue de Justice et ça donne parfois de très bons épisodes, justement, où la paranoïa de Batman, enfin, c'était, je pense, aux épisodes de Mark Waid, où Batman a décrit, enfin, a des dossiers très complets. Sur chacun, pour expliquant voilà, comment se débarrasser de Superman où s'il l'un déconne. d'eux venait à péter les plombs. Et puis, Ra's al Ghul réussit à s'emparer de ces dossiers-là et commence à éliminer comme tout le monde. la littérature, finalement, même si c'est un grand mot, mais la littérature est épaisse sur ces personnages-là, ça permet aussi que Catwoman ait sa propre série. Et dans la série de Catwoman, tu découvres plein de choses, tu as plein de choses. La première version de Catwoman, c'est une hôtesse de l'air qui est tombée lors d'un crash d'avion, qui s'est, dans le choc, hors de l'avion, a été frappée par une branche et qui du coup est devenue, a souffert d'un dédoublement de personnalité et se prend pour Catwoman. D'accord, ok. Donc il peut guérir ou bien sûr. s'empirer. Il y a des choses comme ça assez bizarres. Et puis au fur et à mesure, bah, aussi ces personnages progressent. Donc là aussi, ça fait plein de facettes qu'on peut utiliser dans le jeu. Et je pense que Après, il y a un autre truc, un truc majeur, je trouve, dans Batman, qui est beaucoup plus prégnant par rapport à d'autres super-héros. Enfin, dans Gotham, c'est la présence de la folie. Enfin, tu vois, c'est un truc, moi, C'est ça qui te plaît. le nombre de psychotiques. Pourquoi Bah justement. Pourquoi tu as voulu faire Batman du coup à cause de ça? Non, mais le nombre de psychotiques que t'as, enfin t'as des psychotiques comme très connus comme le Joker, t'en as beaucoup moins connus mais super intéressants comme Double Zaz Face, par exemple, oui. mais Zaz même, enfin c'est un personnage. Tu ferais une Zaz. figurine de Zaz? Il y en a une, c'est clair. Pas la Bien chanteuse, sûr, il y en a pas la une. chanteuse, on est d'accord. Non, pas Zazie. Non. Ouais, mais remarque, et toi, non Batman et Bane qui se tombent dessus à coups de bâton, pourquoi pas? Oui, ça peut faire un scénario intéressant. Mais la moitié violent. des vilains sont des cinglés en fait. Ouais. T'as vraiment beaucoup de cinglés quoi. Je trouve que ça c'est un truc. Et l'autre moitié va pas bien non plus. Et la question qui pose en creux, c'est faut-il être tout à fait normal pour se déguiser en chauve-souris pour aller Non, mais je taper sais sur bien des sûr. bonhommes. Tu te dis, Et donc ça c'est il y a un intéressant. problème. Il y a un truc qui d'ailleurs, même dans le cadre graphique, c'est-à-dire que si tu regardes bien, souvent les dessinateurs dessinent une cape interminable à Batman. C'est-à-dire qu'il est penché sur il est penché sur un toit avec la cape qui est derrière. Et quand tu essaies de calculer les mètres de toile, c'est juste ça vient de impossible. Spawn, je pense justement. mais c'était Ça existait avant. Je pense que ça. Neil Adams, dès les années 70, faisait des capes assez Je impressionnantes. pense que la filiation est dans l'autre sens. Oui. T'as la recherche graphique qui claque plutôt que le Mais réalisme. ça rend aussi d'abord une forme de poésie un peu lunaire. C'est Et puis, pour en avoir discuté avec certains dessinateurs de Batman, y compris David Finch, lui m'expliquait que ça. Alors, plein de gens le critiquent sur son anatomie un petit peu à géométrie variable du personnage, mais lui il m'expliquait qu'il préférait dessiner un personnage qui finalement n'existe pas avec un nombre de plaquettes de chocolat qui défie la logique, parce que c'est aussi une manière de dire attendez, les gars, c'est Batman. C'est pas réel. Et même si on a bien dit tout à l'heure que c'est pas un personnage qui a des super pouvoirs, il faut quand même comprendre que c'est un type qui se jette du haut d'un immeuble accroché à un filin. Il faut pas essayer ça chez vous, vous allez vous arracher le bras. Et vous pétez le dos avec. Batman il y arrive, non seulement il fait même pas mal, mais il enchaîne avec l'immeuble d'à côté. Donc c'est pas un vrai type et c'est pas un type réel. Ça peut être un type crédible, mais la nuance elle est là. Donc ce truc dans la folie, dans le côté irréel, c'est aussi une protection peut-être pour un moment dire qu'il faut arrêter les bêtises et qu'on n'est pas dans la vérité.
Parce que sinon, effectivement, ça donne des personnages comme Titias de Marc Millar qui essayent d'être vraiment dans le réel et qui s'en prend plein la tête, qui passe la moitié des épisodes aux urgences. Quoi. C'est rigolo. C'est ce qui est assez Alors, rare. Quand on n'est pas Kikas, c'est rigolo. Oui, quand on le regarde, c'est rigolo. Alors toi, du coup, Batman, donc après Conan, tu dis Batman parce que tu avais de l'affection pour ce personnage? Alors moi, il y a deux choses. Hein. Il y avait, moi, c'est une série, enfin Batman, j'aime beaucoup le personnage. Moi, ce que j'aime dans Batman, c'est pas tellement le personnage lui-même, c'est vraiment la ville. Enfin, tout ce qu'il y a. En c'est gros, Gotham. Ouais, c'est Gotham. Et Gotham et le côté sombre de la ville. Bah ouais, il y a une sorte de Gotham, micro-climat spécial à Gotham. Donc moi, c'est des univers qui me plaisent bien. Donc ça, moi, je voulais c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Ça fait longtemps. Moi, je suis très BD depuis. Moi, j'ai commencé par Strange, je crois, justement par hasard. Non, j'ai cherché du pain chez l'épicier, figure-toi. Et voilà, je suis tombé sur un Strange et après, il y avait Strange et DC, hein, il y avait les deux concurrents. Et donc moi, si je comprends bien, chez toi, ils n'ont pas mangé de pain ce jour-là à cause de toi? Si, ils ont qu'à manger du pain. Ouais. Et voilà, et donc moi, ça m'intéressait. Et après, c'est l'opportunité aussi de le faire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir rencontré Warner. Et le fait que finalement, ils acceptent ce qu'on leur propose. Et ça se passe comment du coup tu te dis, j'aimerais bien faire un jeu sur Batman, il faut avoir le droit. Là, ouais, alors ça a commencé en août d'il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans et 2016, c'est 15, ouais. 2015. J'étais allé à Las Vegas à un truc qui s'appelle le Licensing Trade Show, un truc comme ça. Okay. Licensing Trade Show. Et voilà, je les ai rencontrés, ça s'est bien passé. Ensuite, ils m'ont ramené, c'est marrant parce que c'était déjà aux États-Unis, puis ils nous ont ramené vers leurs collègues français, donc en région parisienne. Et voilà, et en fait, ils ont été tout de suite très à l'écoute du projet parce que eux, quand on leur a parlé de jeu chez Warner, ils s'imaginaient un Monopoly-like, un jeu de loi-like, ou un jeu d'échecs avec des bustes, tu vois, des bustes Batman, le buste Bane, Et quand on leur a montré, ensuite on est venu, on leur a montré Conan, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient, et c'était beaucoup plus intéressant pour eux parce que ce que nous disaient les gens là-bas, c'est que l'essentiel de leur travail, c'est faire du slip, de la chaussette et du mug. Ouais. Et là, on leur proposait un truc justement qui raconte de l'histoire, et donc ils étaient vachement intéressés. Et voilà, et donc oui, hein, après il fallait payer, évidemment. Mais non, ça se passe très bien avec eux en fait. Et donc quand ils ont dit oui, tu t'es dit bon, on va bosser sur Batman, et toi tu as dit Batman c'est 80, c'est Miller. Non, alors c'est pas moi le Batman qui m'a le plus intéressé. Enfin voilà, Miller c'est vraiment, on va dire que ça a été une entrée. Mais c'est quand même justement le Batman de Capullo. Donc, plus récent, c'est le qui a dessiné l'année 0 dont on parlait tout à l'heure. C'est en fait tout l'arc, après, parce que c'est aussi un des meilleurs arcs, voilà, la cour des hiboux, etc. Mais aussi parce que tu as ce côté détective qui est assez présent. C'est un Batman très moderne, avec un côté détective très marqué. Beaucoup de conspirations, de secrets dans les secrets. C'est des trucs à tiroir, t'aimerais bien en fait. Tu vas faire ça comme ça dans le jeu de ça, figurines? Je ne vais pas le faire dans le jeu de figurines. Ah bon? C'est un très gros cogneur. On va se mettre des coups de boule. Ah bah évidemment. Bien sûr, après tu vas aussi, enfin t'as des, c'est pas de l'enquête, tu peux craquer des ordinateurs, tu peux faire des choses comme ça, mais ça se résout pas au coup de boule. Enfin, le coup de boule, c'est rarement dans un scénario ce qui va te permettre de gagner. Ça va être un moyen, en tout cas, si c'est un moyen, mais ça sera pas une condition de victoire. Mais voilà, de toute façon, il y a beaucoup de bastons. Enfin, quand tu parlais de Batwoman, la Batwoman moderne. Pour le coup, c'est vraiment une cognotte. Enfin, c'est quand on dit qu'elle est. Quand on joue un scénario de Batman, parce que je pense à Conan, il y en a un qui va jouer le il y en a un qui va jouer voilà. Il va jouer le Joker qui a envie de tout casser. Goons, etc. Et oui, il a des gens avec lui. Et alors, les joueurs vont jouer Batman et ses copains. Batman, ses copains, ou seulement des copains de Batman, ou des copines, ou des copines de Batman, ou des gens qui n'ont pas de genre. Parce que maintenant, il faut. Des gens, oui, tout à fait. Tu vas jouer des trucs et on va se taper dessus, mais on va se taper dessus, on va c'est comme dans Conan, c'est comme dans Conan. Il y aura tout le secret à aller craquer comme tu es dans l'ordinateur, il y a le code. Voilà, tu as des scénarios, là, le scénario qui tourne le plus, c'est celui où on désamorce des bombes. Le but, si tu joues sans un personnage comme Catwoman ou entre guillemets avec un profil proche de Catwoman, c'est-à-dire extrêmement habile, t'as aucune chance de gagner le scénario. Si tu prends que des bourrins, c'est mort. Bourrins, il n'y aura plus personne, il y aura plus personne sur le tapis, mais tu pourras rien faire. Tu seras comme un con comme moi devant un PC, quoi. Mais du coup, je reviens à ce que vous disiez tout au début. Chaque personnage, a priori, si j'ai bien compris, aura parfois plusieurs fiches parce qu'il sera différent. Tu as plusieurs Batman, par exemple. Tu as plusieurs Batman, plusieurs Jokers. Tu as plusieurs versions. Et les scénarios, tu pourras les faire avec. Ça dépend. Là, les scénarios, nous, on est sur une construction. On a notre scénario.
Et on propose, contrairement à Conan où on propose une équipe, là on propose des combos d'équipes. D'accord. Je vais faire c'est très rapide. Bientôt, je ne sais pas quand exactement. Oui, bientôt ils vont venir faire la tractactive avec le jeu et on fera des scénarios à 2 et à plusieurs. C'est ça l'idée? Putain, il fait des grilles, on est mal barré. Et c'est là que les bactéries attaquent. Ouais. Imaginons un scénario basé sur Catwoman. Il faut forcément qu'il y ait Catwoman. Si t'en mets un là, le même, chacun. Ça, c'est Catwoman. Ouais, exactement. le droit. En gros, tu vas choisir un scénario à 3 héros. Tu vas choisir, quelqu'un va prendre un des héros de la ligne A, un des héros de la ligne B, quelqu'un d'autre va prendre un des héros de la ligne B, quelqu'un d'autre va prendre un des héros de la ligne C. D'accord. Et voilà, là c'est un exemple, ça si c'est Catwoman, hop, eh bien on va forcément avoir Catwoman. Donc bon, ça diminue la combo. Mais on va trouver le nouveau Capullo là. Ouais, t'as vu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que contrairement à Conan où c'était juste une équipe, là c'est une combo de profils qui sont relativement similaires pour la problématique précise du scénario. Voilà, pour désamorcer des bombes, Tim Drake, qui est le troisième Robin, pourrait très bien faire le boulot. Exactement, parce que c'est un Tekos, en fait, c'est le Robin Tekos. Si on a besoin de personnages extrêmement agiles, on va pouvoir parfois, ou tu as Catwoman, ou tu vas avoir Grayson, par exemple. Enfin voilà, mais selon les besoins du scénario. Ça va nous permettre. Et vous, votre boulot, ça a été aussi de réfléchir aux capacités de ces personnages-là. J'ai cru que tu allais nous demander de faire des acrobaties. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça peut être amusant, ceci dit. C'est truc quand je fais une fiche personnage, j'indique effectivement quels sont ses points forts, ses points faibles du personnage. Et puis les traits de personnalité, tu comprends ce qui explique justement qu'un tel est fortiche en ordinateur ou que tel autre justement vient d'un cirque, donc il est plus agile. Donc c'est vraiment lié à l'historique. D'accord, c'est là où vos compétences d'expert rentrent en ligne de compte dans le jeu. C'est-à-dire que ça va asseoir correctement chaque ça va au-delà, parce qu'encore une fois, pour revenir, c'est surtout sur le background en général, le background de chaque personnage et aussi comment est-ce que chaque personnage il vient comment il est c'est pas un beau mot, mais implémenté à l'univers. Il y aura un petit texte, il y aura quoi? Il y aura un bouquin? Vous allez écrire un petit texte? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un bouquin. Il y aura... on donne des petites fiches personnages, comme il y avait les manuels du Marvel Universe dans le temps. Mais ça, c'est super intéressant. Et puis sur le site Overlord, donc sur le, on balance aussi des bios un peu plus épaisses. En gros, il faut que ça fasse, faut que ça fasse système. Faut que ce soit le jeu, c'est une partie du truc, mais vraiment le plus important, c'est l'univers. Et le jeu, avec son système de jeu, il permet de rentrer dans l'univers. Mais là, c'est un univers de Batman un peu fort, le récent, quoi. Oui, là, l'esthétique, elle est quand même, elle est vraiment. Mais c'est la force du jeu, c'est qu'en même temps, ça c'est récent. Mais ça revisite aussi par des petites allusions. Tu as aussi des versions qui font référence au Joker intemporel. Donc je pense honnêtement que tout à l'heure on discutait des différentes facettes de Batman et comment quelqu'un peut projeter des choses différentes. Je crois quand même qu'il y a à boire à manger pour tout le monde. Même si quelqu'un peut dire cette version de Catwoman c'est pas la mienne. Globalement sur le nombre de figurines, il y en a combien déjà? Alors là pour l'instant on a 130 modèles uniques. Actuellement, alors je ne sais pas ce qu'est dans quoi exactement, là je ne peux pas le dire encore, je n'ai pas fait, mais on est sur… Il me semblait que dans la boîte c'était moins… Dans la boîte de base, moins que ça, dans la boîte de base, moi je vais dire une connerie si je te le dis tout de suite, donc là comme ça je ne peux pas dire. Bref, le truc est que quelqu'un me dise c'est pas la Batwoman ou la Catwoman que j'imaginais, je dis bien, mais sur la quantité, il y a de quoi dire, celui-là il me parle. Il est prévu pour quand le KS? Février. Février 2018. 2018, ou même très précisément, ou le 13 ou le 20. Lancement ou le 13 ou le 20 février 2018. Voilà, il y a une semaine. On aura l'occasion de vous recevoir pour essayer le jeu, parce que moi, vos histoires, c'est bien gentil, mais ce qui m'intéresse, c'est de mettre des coups de boule en lançant des brouettes de dés. On est bien d'accord. On a bien fait de ne pas venir le jour des coups de boule. Ok, est-ce qu'on a des choses à dire qu'on n'aurait pas dit, des points à aborder qu'on n'aurait pas abordés? Non. Je crois qu'on a bien compris 2-3 choses, que Batman… c'est quand même mine de rien sérieux, parce qu'il y a des experts qui connaissent tout de A jusqu'à Z. Si, il y a une histoire maintenant. Ça fait 70 ans d'histoire. C'est pas rien, 70 ans. Presque 80. Parce que 80 ans en 2017, c'est vrai, moi je n'ai pas l'impression de vieillir. Quasiment 80 années d'histoire, avec des rebondissements, du renouvellement, de la… Puis l'univers, il est devenu extrêmement riche. Quand tu vois le nombre de parutions, l'univers, il est… c'est marrant, parce que moi, c'est aussi un truc, c'est pour ça que j'aime bien en jeu de rôle Shadowrun. Désolé, je fais
encore une digression. Mais J'ai joué pour la première fois il y a 4 jours. Ah bah tu vois, c'est super. Ah, c'est super. Et ça se passe à Seattle, Shadowrun. Ouais. Bon, bah là, ça se passe à Gotham. Mais ce que j'aime bien, c'est les espèces de huis clos dans des univers élargis. La ville de Gotham, bon, bah, c'est New York, Gotham, Manhattan, ouais, donc ouais. c'est gros quand même. Mais ça reste un huis clos. Tu sors très rarement de Gotham. Et les la quasi-totalité, tant que tu es juste en bas, je parle pas de JL ou le Batman, enfin la totalité des problématiques, elles sont, elles sont souvent liées à Gotham. Et tu restes, moi ce que j'aime aussi, c'est que tu restes entre guillemets au niveau de la rue. Donc ça se prête bien à un jeu en 32 mm. Oui, bien sûr. Dans les mêmes décors, il peut se passer des trucs différents. Exactement. Avec des méchants différents. Et t'as pas de problème d'échelle. Enfin, tu vois, t'as pas de mecs qui se lancent des voitures à la gueule. Et donc, t'as pas des mecs qui, comme Flash, occuperaient à un instant T toutes les cases du plateau en même temps, tellement il est rapide ou des choses comme ça. Donc, je trouve que là, pour ce qu'on en fait, ça s'y prête très bien aussi. C'est aussi un des choix. Pourquoi Batman et pas JLA? Et pas qui? Justice League. Justice League. Ah ouais, ok. C'est qu'on reste dans des conflits qui sont des conflits au niveau de la ville et pas dans les problématiques qui ne sont pas galactiques. De toute façon, tu imagines mal Batman rouler en Batmobile dans une route de campagne. Quoi. Ouais. Je crois que malgré Tu sais, je suis capable de faire beaucoup d'efforts et d'imaginer plein de trucs. je crois que malgré les milliers d'épisodes qui ont été publiés à ce jour, ça doit exister quelque part dans un coin, mais c'est quand même assez rare. Hein, dans Rebirth, là, quand il emmène le Joker, mais pas le Joker, c'est n'importe quoi, double face, pardon. Ça lui porte pas bonheur. Non, bien sûr, mais c'est une des premières sorties vraiment de la ville. Enfin, ce qui est amusant, tout le truc, c'est qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est si Batman fait le Batman à la campagne, quoi. C'est beaucoup moins facile de se cacher dans les ombres, voilà. Dans les champs de maïs, mon pote. Tu te Ouais, caches vachement dans les champs de maïs. c'est ce qu'il fait, il se cache dans le champ de blé. Ouais, tu peux. Ouais. Tu peux. Ce qui est fort. Après, il faudra sa vignette Mais pour pouvoir après, rentrer en ville. Parce que... Exactement. Mais après, c'est vrai que le système de jeu, là, ça devient compliqué si on veut simuler un personnage comme Darkseid, qui est un dieu, qui est à peu près indestructible, qui de toute façon n'est même pas concerné par la ligne de visée, parce que les rayons qui lui sortent des yeux peuvent faire des tours et des détours. Il y a trop d'écart entre lui et le reste. Ça devient difficile, quoi, c'est clair. Je te dis, mais il y a une problématique toute bête, c'est celle du plateau. C'est que dès que tu es à une échelle d'héros, on va dire, au-delà même d'Avenger, etc., il faut des tables à la question, pourquoi se battre sur un décor qui fait 100 mètres ça n'a aucun sens. En quelques secondes, tu te déplaces de 2 km. Et du coup, il y a une question que je chope là. Il y en a eu plein, mais les scénarios, les maps de base, on aura quoi lors de Gotham? Alors, il y a S-Chemical, par exemple. Il y a un Dead End. Alors, Dead End, c'est c'est Crime Alley en fait, mais c'est une partie de Crime Alley qui donne dans une voie. C'est très urbain, toujours. Ça te parle? Vachement. Crime Alley, c'est là où ont été tués les parents de Batman. Ok, ça y est. Ok, donc en fait, on essaie de faire des lieux extrêmement emblématiques. S-Chemical, S-Chemical, c'est une usine. C'est aussi un beau décor dans lequel est tombé le Red Hood original. Alors, dans le tel, il est tombé un gangster quand il en est ressorti avec les cheveux verts. Et ça doit te parler. Ça me parle, j'ai vu le film. Voilà, on est sur ce genre de décor. Là, on a le métro. Alors la station de métro, c'est le plus. Enfin, nous, c'est le premier décor. Donc là, maintenant, je pense que tout le monde le connaît. En gros, il y en a qui disent, il y a le métro, il y a Chemicals, mais quoi d'autre? T'as par exemple, alors là, je ne peux pas te dire exactement si on va finalement le mettre tout de suite ou pas. T'as les égouts. Parce que les égouts, on est toujours dans des. Mais après, si je dis plus. Dis rien alors. Non, parce que tu peux en parler au conditionnel en mettant bien le conditionnel. Ouais, mais je spoil. On spoil pas, on verra ça là-bas. Une partie des trucs qu'on est en train de faire. Voilà. Excusez-moi, alors j'ai posé la mauvaise question. Ok, d'accord, mais vous saurez plus tard, c'est tout. C'est comme ça. Là, ce que les gens ont déjà vu, je peux le dire, mais après, ça m'embête de commencer à trop spoiler. Il y avait des choses à Essen, vous n'avez pas montré des bouts de la Batcave ou des choses comme ça? Non. C'est pas encore. Non, ils ne l'ont pas montré. D'accord. Okay. Non, en même temps, c'est pas spoilé. Non, c'est pas spoilé, oui, c'est évident. Il y a quand même que 3500 personnes qui nous ont regardé à un moment donné ou à un bien autre. Sûr. Non, mais ok, on en reparlera quand on reviendra pour parler du KS exclusivement. Sûrement l'asile, par exemple. On va pas noyer tout ce qu'on vient de dire qui était intéressant sur Batman. Tout ce qui est KS, on en reparlera dans une autre vie. Tu reviendras. Là, c'était un plaisir d'écouter les deux experts. Pas que de Batman, c'est ça, vous êtes comics en général. Oui. C'est ça, hein le comics qui a le vent en poupe le plus, c'est quoi en fait dans le monde? Walking Dead. Walking Dead, Walking Dead, c'est le truc le plus. Qu'est-ce qu'ils sont chiants les derniers épisodes là à la télé? Vous avez regardé, non? Un petit peu. Je sais pas, moi je trouvais déjà les premiers très chiants. J'en ai rien à foutre, c'est juste chiant. Non, c'est vrai,
Walking Dead, c'est le truc le plus vu, le plus lu. En ce moment, le Walking Dead, c'est 100 000 exemplaires rien qu'en France. C'est énorme. Je pense que en aussi, France, c'est 100 000. je pense que pour une partie du public aussi, c'est hors comics. C'est-à-dire que plein de gens prennent ça comme un truc, comme ils disaient, un manga. Donc c'est vraiment une catégorie à part Walking Dead. Okay. Hors Walking Dead, ça serait sans doute Batman. C'est le truc le plus porteur, le plus lu. lu. Ok, bon, c'est une bonne chose alors, du coup. Ah oui, c'est très bien. Bon choix marketing. T'as vu? Il est pas con, le Fred Henry. Il est très fort. Enfin, juste sur Polly Pocket. Ouais. Non, tu sais pas? Non. Barbie? Non. Les Little Pony. Sur les Little Pony, peut-être faire. Bon, on a tout dit ce que tu voulais qu'on dise? Ça te va? Bah oui, moi ça me va très bien. Ça vous a convenu? Non, t'as rajouté. Non, ça va. Non, on a vu qu'il y avait des experts. Bah oui. Voilà. Donc il a fait l'addition? Bah ouais, on va faire ça. Il va être temps. Batman. Je suis Batman. Tu as Alex, Xavier, Voilà. et puis Fred. Bravo. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble Jenny Reich.